Bonjour, bonjour. J'espère que ça va bien. On se retrouve pour le live du jour. On va parler entrepreneuriat avec Anne-Sophie Leclerc de Adenium Conseil. Alors, je vais attendre un petit peu que vous vous connectiez. Ok, je vois Anne-Sophie, j'attends encore un petit peu. Salut Jennifer. Yeah. Donc ça a l'air de bien fonctionner. Il ne faudra pas hésiter à dire si vous avez des soucis d'écoute ou visuel. Si tout va bien, tout va bien. J'espère aussi que vous allez bien et on va pouvoir commencer le live avec Anne-Sophie. Je vais l'inviter tout de suite pour entrer dans le vif du sujet. Normalement, c'est OK. Ah, yes. Et ça marche. Comment tu vas? Très bien, merci. Ça fait plaisir de te voir. Bon, pas en direct, mais par écran interposé. J'espère que tu Complètement. vas bien. Très Bienvenue bien. à toutes les personnes qui se connectent. On va commencer le live donc, avec Anne-Sophie. Elle va nous parler de son activité aujourd'hui, mais aussi de tout son parcours entrepreneurial, du fait qu'elle soit arrivée aujourd'hui à cette activité. Donc, il ne faudra pas hésiter à poser vos questions, à interagir, laisser des petits messages pour qu'on puisse répondre à vos interrogations, voilà, vos différents commentaires. Donc, on va pouvoir commencer. Ce que je te propose, Anne-Sophie, c'est de te présenter et puis présenter ce Mhm. que tu fais. Puis ensuite, on posera les questions par la suite. Ça marche avec plaisir. Voilà, je m'appelle Anne-Sophie, comme tu l'as dit, et mon entreprise, elle s'appelle Adenium. Adenium, c'est le nom botanique de la rose du désert. Et cette rose, enfin cette fleur rose, cette plante rose, pour pouvoir pousser dans un milieu aussi aride que le désert, elle doit optimiser sa consommation en eau pour pouvoir fleurir. Et le parallèle avait été trouvé avec mon activité de coach en gestion budgétaire, puisque je suis convaincue que pour gérer son budget de manière optimale, il faut le faire en prenant le temps et pour qu'ensuite, voilà, pouvoir faire fructifier notre argent. Voilà, donc ça c'est D'accord. Et donc, tu t'adresses à quel type de clients, enfin de personnes, des particuliers, des entreprises, les deux. des deux? Principalement des particuliers. En fait, moi, je fais ce travail depuis déjà 15 ans, mais jusqu'il y a encore 2 ans en tant que salarié. Et puis quand je me suis lancée à mon compte, ça a fait suite à un épuisement professionnel où je me suis beaucoup remise en question. Et puis le bilan de compétences a quand même révélé que ce que je faisais, j'adorais, mais qu'il fallait peut-être que je le fasse d'une autre manière. Et pourquoi des particuliers? C'est qu'en fait, j'ai toujours accompagné dans le milieu associatif des personnes dites, j'ai un peu de mal avec les cases, mais défavorisées. Mhm. Alors que je me suis dit, mais en fait, les questions d'argent, elles ne concernent alors pas uniquement les gens défavorisés, mais ni uniquement les gens qui seraient dits comme étant fortunés. Donc aujourd'hui, mes clients, alors clients et clientes, mais je n'ai que des clientes principalement jusque-là, même si les conjoints s'associent après finalement au rendez-vous. Des personnes en fait qui gagnent leur vie, qui ont des revenus réguliers, mais qui sont dans un questionnement d'ordre budgétaire. Donc c'est beaucoup d'entrepreneurs qui voilà, connaissent l'instabilité budgétaire, les doutes, les questions, des fois même la culpabilité par rapport au conjoint qui a un revenu régulier, etc. Mais aussi des personnes salariées qui en ont marre d'avoir un découvert bancaire, par exemple, ou qui veulent financer des projets et puis qui me disent bah, j'y arrive pas, il faut un regard extérieur. Voilà pour mes clients particuliers. D'accord. Ok. Donc, entreprise, c'est de quel ordre? Et ben, c'est plutôt de l'ordre de la formation Ok. qui peut être, enfin, que j'ai déjà fait en individuel. Donc, ça m'est arrivé de coacher une salariée à la demande de son employeur parce qu'elle faisait des demandes d'acompte régulières et que l'employeur s'en est inquiété et a voulu lui permettre de gagner en sérénité de gestion budgétaire et de manière plus étendue, permettre à cette salariée de s'enlever ce stress-là pour être plus épanouie dans ses missions au quotidien. Et puis en collectif, en fait, alors formation, c'est le terme, parce qu'en plus on peut faire intervenir l'OPCO pour la financer, etc. Maintenant, à l'intérieur de ce mot formation, moi j'anime vraiment des temps conviviaux. L'argent, c'est déjà tellement tabou et ça peut des fois être tellement Ouais. vu comme quelque chose de pénible
que, bon, Covid mis à part, normalement, c'est autour d'un café et c'est beaucoup. Alors, j'apporte mon expertise, heureusement, j'ai envie de dire, mais je l'associe vraiment beaucoup aux expériences des personnes qui sont présentes. L'idée étant que chacun reparte avec des trucs et astuces pour sa gestion budgétaire. Et les thèmes sont aussi variés que ce que l'on vit dans notre vie quotidienne. Parce que j'ai fait l'optimisation du pouvoir d'achat, ça c'est quand même très demandé. Comment utiliser mieux mon salaire? Mais aussi, là, je vais intervenir bientôt sur l'équilibre alimentaire, parce que voilà, on a envie de manger équilibré, mais on a tellement d'injonctions qui nous arrivent de partout, là, dans notre société actuelle. Bah, moi, je vais être là pour dire, bah, OK, on peut le faire, mais en déculpabilisant et avec un budget, en tout cas correspondant au budget dont on dispose. Voilà. Ouais. Ok, super intéressant. Et c'est vraiment un sujet, je pense, qui est important dans le quotidien de nous tous. Du coup, on va revenir sur ton parcours. Tu l'as un peu évoqué. Tu as donc explicité que tu as été 15 ans justement dans le même métier que tu fais, mais aujourd'hui en entrepreneuriat, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer ces 15 années en tant que salarié, ton parcours en fait? Oui, tout à fait. Bah, mon diplôme que j'ai eu donc, en 2006, donc il y a 15 ans, c'est un diplôme de conseillère en économie sociale et familiale. D'accord. C'est un diplôme d'État du même niveau que les assistants sociaux, les éducateurs spécialisés par exemple. Et d'ailleurs, j'ai toujours travaillé avec eux sur le terrain. Et en fait, mes premières expériences, elles sont parisiennes. Alors, je suis normande d'origine, mais pour justement le besoin de travail, je suis partie à Paris. Et j'ai travaillé plusieurs années pour Emmaüs sur la branche logement, donc en fait auprès de personnes migrantes pour majorité étant accueillies dans les logements proposés par Emmaüs. Donc là, c'est ce qu'on appelle vraiment de l'accompagnement pluridisciplinaire puisque ces personnes-là, alors le budget de toute façon se trouve toujours au cœur de ces accompagnements-là. J'ai d'ailleurs fait mon mémoire de fin d'études sur l'endettement et le surendettement, donc c'est vraiment un truc qui me botte depuis longtemps. Mais voilà, au sein d'Emmaüs, vraiment l'accompagnement pluridisciplinaire pour que ces personnes qui arrivent dans notre structure eh bien, puissent ressortir en moyenne 2 ans après avec un contrat stable, en sachant gérer leur logement, etc. Et puis, l'envie de revenir dans l'Ouest a été plus forte que nous. Et on a même fui Paris, je dirais, parce que voilà, il était temps. On a fait pas mal d'années avec mon conjoint et du coup, nous nous sommes retrouvés là à Nantes il y a maintenant 12 ans, un petit paquet d'années même. Voilà, on avait fait nos études dans le coin, donc on connaissait bien et on y est toujours actuellement. Okay. Et puis à Nantes, j'ai fait, alors c'est pas tout à fait comme à Emmaüs, mais j'ai eu qu'un employeur pendant pas mal d'années aussi, et ça s'appelle l'UDAF, donc c'est l'Union départementale des associations familiales. L'UDAF est très connu pour son service de tutelle et de curatelle. Donc pour le coup, là, la gestion du budget pour ou à la place des gens qui sont malheureusement trop déficients intellectuellement pour pouvoir le gérer. Moi, j'ai pas intégré ce service et c'était volontaire. J'ai intégré un tout petit service de l'UDAF de 15 salariés où on faisait de l'accompagnement social familial. Et quand je dis volontaire, c'est parce que c'est personnel, mais j'ai besoin de faire avec les gens et de voir les gens évoluer au fur et à mesure des semaines, des mois et apprendre. Malheureusement, on trouve moins ça en tutelle puisque ces personnes-là sont très dépendantes des tuteurs. Et donc, pareil, j'ai accompagné des familles, des personnes seules dans leur gestion quotidienne, dont le budget, avec différentes casquettes, c'est-à-dire la santé, la protection de l'enfance et aussi toutes les problématiques de logement. Ok, d'accord. Donc ça, après, tu as fait ça pendant 12 années, c'est ça? Une dizaine, un peu plus de 10 ouais, un peu plus, ouais. Un peu plus. Ouais. Et donc, tu as évoqué un épuisement professionnel. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, il n'y a pas de tabou là-dessus. Eh bien, en fait, il m'est tombé dessus sans que je m'en rende compte, grâce franchement à un médecin bienveillant que je suis allée voir pour une banalité de santé et qui, en me posant pas mal de questions, on s'est rendu compte que c'était bien plus profond qu'un petit souci de santé, voilà, pour lequel je demandais un jour d'arrêt maladie. Et en fait, cet épuisement professionnel, il est arrivé. Il faut savoir que certaines structures, pas toutes, mais du social et du médico-social, souffrent du manque de financement. Et donc, en fait, moi, j'ai vu, de toute façon, sur les dizaines d'années que j'ai travaillé, la dégradation de nos conditions de travail. D'accord. Qui ont fait que clairement, je n'avais plus du tout l'impression j'étais plus en phase avec mes valeurs et mon éthique. C'est-à-dire que soutenir des familles en difficulté, il faut avoir la pêche, il faut leur apporter quand même un minimum le sourire et pas être complètement bousculé par des tas de contraintes matérielles qui ne permettent pas de faire des accompagnements sereins.
Et puis dans ce contexte-là, une direction et des chefs de service épuisés aussi, n'arrivant plus en fait à nous accompagner. Alors que le travail social, c'est beaucoup de formation, c'est de la prise de recul, c'est pas que aller voir les familles et puis point quoi en fait. Et c'est vrai que ce contexte a eu raison hein, de ma santé. Et nous sommes 7 à avoir craqué en 2 mois, donc la moitié de l'équipe. Donc le service allait vraiment très très mal. Alors c'est pas une excuse, mais ça m'a un petit peu consolée aussi de me sentir un peu moins seule. Et tout, on est reparti voilà, sur d'autres, soit dans la même voie, soit sur d'autres voies. Mais voilà. Et donc, alors justement, donc, tu as eu cet épuisement professionnel. Tu as su que tu ne pouvais pas revenir dans ces conditions-là, finalement, dans cette entreprise, dans cet organisme. Et donc, tu t'es dit, je vais faire un bilan de compétences ou on te l'a suggéré ou enfin, comment ça s'est manifesté? Ça a été un petit peu plus compliqué que ça. En fait, j'ai souhaité négocier une rupture conventionnelle, mais bon, elle m'a été refusée comme toutes les ruptures conventionnelles demandées dans mon ancienne structure par manque de moyens. Donc, en fait, je me suis dit, je vais revenir travailler parce que j'ai eu 2 mois d'arrêt, je crois, de mémoire. Parce que voilà, il faut que je gagne ma vie et puis je sais quand même ce que je fais, etc. Et comme j'avais eu 2 mois d'arrêt, eh bien, la médecine du travail, enfin, j'étais obligée de revoir la médecine du travail pour reprendre. Et c'est la médecin du travail, en fait, elle m'a expliqué après qu'elle avait été alertée par beaucoup d'autres salariés durant les mois où j'avais été arrêtée et qui savaient comment ça se passait dans mon service et qui m'a dit, je l'entends encore, mais vous pensez quoi là? Que quand vous allez revenir, ça va être différent d'il y a 2 mois? Je dis, non, mais bon, il faut que je gagne ma vie, donc j'y vais. Et elle me dit, je ne vous encourage pas à y aller, je vais être très franche, il n'y a rien de s'est arrangé, vous allez continuer à détruire votre santé. Donc, elle dit, moi, je serais plutôt favorable pour que vous prolongiez l'arrêt de quelques temps et que je vois, moi, comment institutionnellement, je peux essayer de vous aider à partir la tête haute. Donc, elle était super parce que ma direction m'avait suggéré un abandon de poste puisqu'il ne pouvait pas accepter ma rupture conventionnelle. Et le médecin du travail m'a dit, c'est très bien, mais en même temps, vous partez avec l'impression d'avoir commis une faute parce qu'on est quand même licencié pour faute grave après un abandon de poste. Donc, la médecine du travail m'a dissuadée, en fait, de faire ça. On a pris notre temps, elle m'a laissé un mois de réflexion, s'est rappelée, elle m'a appelée. Et quand je suis revenue 1 mois et demi après, elle m'a dit, voilà, il existe le licenciement pour inaptitude. J'ai dit, ça, c'est hors de question, je ne suis pas inapte, j'aime ce que je fais, etc. Donc, recheminement grâce à elle et un suivi psychologique. Et puis, je suis partie comme ça. Et donc là, j'avais quand même pas mal cheminé grâce à cette médecin du travail. Finalement, au bout du compte, ça a quand même pris 3-4 mois. Et donc là, oui, là, j'ai dit, c'est moi, en fait, qui, pour le coup, ai eu l'idée de me dire, là, c'est un signe de la vie, je ne peux plus faire ça, mais il faut quand même que je m'épanouisse autrement. Donc, je vais reprendre les choses à la base et j'ai fait un bilan de compétences. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu avais, alors je sais que c'est une période compliquée justement parce que par rapport à ce que tu viens d'expliquer, mais est-ce que, ou peut-être que tu l'avais depuis longtemps, cette envie d'entreprendre? Alors, je ne savais pas que j'avais l'envie. Je disais toujours que j'avais ce rêve. Et je disais toujours, de toute façon, quand je gagnerai au loto et que j'aurai plein de sous, je joue jamais au loto, mais bon, voilà. Je ferai ce que j'aime à mon compte sans avoir. Alors, c'est un peu paradoxal parce que moi, j'ai quand même besoin de cadre. J'ai toujours été très proche de mes directions. J'aime bien avoir des objectifs, des choses claires. J'étais pas du tout, et je ne le suis toujours pas d'ailleurs, à rejeter la direction et les directives. Au contraire, moi, j'en prenais mon parti, je faisais ma petite tambouille, mais voilà. Sauf que quand même, j'avais ce doux rêve au fond de moi de dire, mais j'adore ce que je fais. Il y a quand même plein de contraintes administratives qui se rajoutent d'année en année et qui n'ont pas de sens. Certaines ont du sens, mais d'autres non. Et je me disais, oui, le rêve un jour d'aider les gens comme j'ai envie, quoi, en fait. C'était plutôt ça. Et puis du coup, pour le coup, j'avais envie d'enseigner. Pour le coup, ça, je savais que j'avais envie d'enseigner et de transmettre. Donc, quand j'ai fait mon bilan de compétences, c'est vrai que du coup, j'ai évoqué l'idée d'entreprendre pour vivre un peu un rêve éveillé, quoi. Et puis, en même temps aussi, tenter l'enseignement. Donc, j'ai quand même tenté l'enseignement. Et puis, en même temps que je montais ma boîte, c'était beaucoup trop après un burn-out. Et du coup, une fois le remplacement d'enseignante terminé, j'ai dit, non, je fais une chose à la fois et j'entreprends, en fait. D'accord. Ça s'est fait. Donc, en fait, quand tu as fait ton bilan de compétences, ça a conforté tes idées que tu pouvais avoir en amont. En fait, il n'y a pas eu véritablement de nouvelles pistes ou de révélations, je ne sais pas. C'est vraiment, ça a conforté ce que toi, tu imaginais dès le départ. Exactement. Et tu as fait une petite période, c'est ça, d'enseignement, si j'ai bien compris? Oui. Ok. À l'issue du bilan de compétences. Tout à fait, c'est ça. Ça a duré combien de temps, cette phase de transmission
par enseignement? Alors, concrètement, pas longtemps, parce que alors, la réflexion a été longue et surtout, pouvoir trouver un poste d'enseignant, c'est long, donc ça a mis plusieurs mois. Et en fait, j'ai fait un remplacement de à peine un trimestre au lycée, dans un lycée nantais. Et puis, en fait, c'était très bien parce que le fait de pouvoir avoir accès à ce remplacement-là, j'ai vu que certaines choses me plaisaient, d'autres moins, bon, voilà, comme toute expérience. Mais qu'en fait, je me disais, mais non, non, en fait, j'ai vraiment envie d'être à mon compte là. Ouais. En fait, l'envie d'être à mon compte a été confirmée finalement par cette expérience-là, que peut-être je renouvellerai parce que l'enseignement, je ne dis pas que j'arrêterai, j'ai toujours autant à cœur de transmettre, j'adore ça. Mais voilà, ça a confirmé que je ne pouvais pas faire les deux et que s'il y avait un choix à faire, c'était clairement l'entrepreneuriat. D'accord. Donc là, du coup, c'est vrai que cette période, cet essai d'enseignement a révélé, ou en tout cas a mis au premier plan ton envie d'entreprendre. Et Exactement. donc, comment ça s'est passé alors par la suite? Comment tu t'es préparée justement à rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat? Ben, je ne me suis pas préparée du tout. Je suis partie en mode freestyle. En fait, je suis maman de deux petits garçons, Arthur et Gaspard. Et à ce moment-là, ils ont 5 et 7 ans. Donc là, ils étaient quand même, mon dernier était encore à la crèche. Enfin, où il allait en sortir, mais en tout cas encore petit quand même. Oui. Et en fait, j'étais tellement heureuse de me dire j'ai du temps devant moi et je peux aussi profiter de ma famille parce qu'en fait, j'ai pris conscience de tout ce que je loupais sur les mois, voire l'année avant, où mon conjoint a essayé de me dire 1000 fois que j'allais finir en burn-out, mais que j'entendais rien. J'étais dans un déni complet. Qu'en fait, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en me disant, bah, on n'a qu'une vie. Là, je suis à mon rythme, je suis cool. Je me rapproche de mes enfants que j'ai pu mettre au périscolaire. On a des rythmes plus cool. Donc, en fait, voilà, j'y suis vraiment allée en tâtonnant. Et puis, je me suis laissée guider par les rencontres que j'ai pu faire. Alors, ça a pris du temps. Il y a eu des moments où j'ai regretté quand même d'avoir pris autant de temps. En plus, le confinement est arrivé, je venais juste de créer ma boîte, donc c'était vraiment pas idéal. Et en même temps, j'ai mûri, quoi. Donc, du coup, je me dis, aujourd'hui en tout cas, je me dis, bah, ça a été long, mais là, je commence vraiment récemment à m'épanouir dans ce que je fais complètement. Parce que bah, j'ai fait des erreurs, j'ai recommencé des trucs, choisi des réseaux, quitté, retrouvé d'autres réseaux. Enfin bref, j'ai testé plein de choses, quoi, jusqu'à là trouver mon équilibre aujourd'hui. Ok. Donc en fait, tu y es allée vraiment en découvrant. Est-ce que tu as été accompagnée dans dans la création de cette entreprise? Est-ce que ou justement tu t'es lancée seule en apprenant tes erreurs, comme tu disais? On a un peu des deux quand même. Je me suis fait Ouais. accompagner. Je me suis fait accompagner pas au tout début parce que j'étais quand même pas totalement sûre de moi. Et puis en fait, je me suis fait accompagner par Acte 44, une rencontre coup de cœur avec un des bénévoles qui m'a accompagnée pendant bah, une grosse année. Donc en fait, ouais, non, ça rythmé mes semaines. J'avais des objectifs à remplir. Enfin voilà, il m'a appris plein de choses, notamment. En fait, en gros, moi, ce que je maîtrise absolument pas, c'est tout le fond, en fait, c'est-à-dire comment créer mes outils de référencement, etc. Faire un site internet, enfin toutes ces choses-là. Donc oui, si, je me suis quand même fait accompagner. À ce niveau-là. Oui. Est-ce que justement tu disais au départ, j'étais pas forcément sûre de moi. À quel moment justement la certitude a été un peu plus forte? Je dis pas totalement forcément à 100%, mais un peu plus forte. Et ce qui t'a permis justement d'oser te lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui a fait que la bascule s'est faite? Ben, je pense que c'est le confort de vie, honnêtement. Le confort de vie, c'est-à-dire que plus le blues du dimanche soir, trop contente quand je travaille, me rendre compte que j'étais capable d'aligner des heures de boulot quand je faisais un truc, quand je fais quelque chose qui me plaît, moi je suis très très famille en fait et je vis pas à côté de la mienne, donc c'est tout bête mais c'est des valeurs qui sont hyper importantes pour moi. De dire bah voilà, alors c'est rare mais n'empêche que de temps en temps bah, je me prends un lundi ou un mardi, j'en sais rien, et puis je vais voir mes parents, enfin c'est tout ça cumulé. En fait, je me suis dit, mais quand je regarde avant dans le salariat et ce que j'ai aujourd'hui, alors oui, je gagne moins, tout confondu, hein, en argent, mais je gagne tellement plus en temps passé avec mes proches et je fais des rencontres juste géniales en fait dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est quand même assez récent que je me suis dit que j'étais sûre de moi parce que j'ai quand même je travaillais une journée par semaine en tant que salariée l'année dernière pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Ouais. Je me suis dit, voilà, il n'est pas question d'avoir un stress supplémentaire pour la rente. J'avais zéro stress toute l'année, enfin zéro. Si, mais un bon stress. Et remettre le pied dans le salariat plus d'un an après, je me suis dit, ouais, bon, c'était une super expérience, puis je suis bien tombée, voilà. Mais je me suis dit, bah ouais, mais non, en fait,
moi, je veux faire qu'une activité à mon compte. Ouais. Donc en fait, il y a tout l'aspect confort de vie, sans parler du confort financier. Finalement, c'est aussi une des peurs qui peut être majeure quand on se lance dans l'entrepreneuriat. C'est est-ce qu'on va pouvoir gagner sa vie? Est-ce qu'on va être... mais en fait, finalement, cet élément, il est important. Mais pour toi, c'est pas ta priorité majeure, même si tu as besoin d'en vivre, effectivement. Mais comme tu as vu tout le confort que tu pouvais avoir avec ta famille, notamment, et le plaisir que tu faisais, que tu avais d'aller au travail, etc., ça a pris le dessus sur d'autres critères. C'est intéressant parce que c'est vrai que cette peur financière, elle est quand même assez présente, que ce soit d'ailleurs entrepreneurial ou pas, d'ailleurs, quand on change de métier ou de voie. Donc c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là, ce que tu nous racontes. Il y a un autre élément, je voulais savoir justement, tu disais que donc tu t'as parlé de confort de vie et tu as parlé aussi de réseau qui était très important, tu fais énormément de rencontres. Tu penses que c'est quelque chose qui est primordial dans l'entrepreneuriat? Ouais. Alors, ça l'est dans l'entrepreneuriat, puis ça l'est pour moi que ma personnalité, parce que je déteste être seule. Et en plus, ma profession fait que j'ai toujours, depuis 2006, même avant, été habituée à échanger avec d'autres. Parce qu'on ne peut pas, et même là, même si je ne vois plus de famille en difficulté, je ne peux pas bien conseiller une personne si je n'ai pas un minimum de recul. Alors, donc, du coup, en fait, le réseau, c'est vraiment voir des gens de plein d'horizons différents, c'est prendre du recul. Par rapport à ma profession, mais pas forcément par rapport au conseil budgétaire en tant que tel, parce que j'ai personne dans mon entourage qui fait ça, mais c'est des bouffées d'oxygène, en fait, qui me sont absolument nécessaires et qui m'évitent aussi très clairement de faire des fois des erreurs ou qui me font gagner du temps aussi, parce que je vais peut-être suivre l'exemple d'une personne que je vais rencontrer, qui elle-même a rencontré telle personne, pour m'aider pour je ne sais quelle chose, mais pour moi, c'est primordial de ne pas faire cavalier seul, mais après, c'est vraiment ma personnalité aussi qui veut ça. Mon conjoint, il est à son compte depuis des années, il n'a jamais mis les pieds dans un réseau. Parce qu'il avait déjà sa clientèle avant de se lancer et qu'il n'a jamais eu à chercher de clients. Et que du coup, plusieurs fois, je lui ai dit, mais viens avec moi dans les réseaux et tout. Mais en fait, voilà, son activité fait qu'il ne ressent pas ce besoin en termes de personnalité, il ne le ressent pas non plus en termes de création de clientèle. Moi, je ne peux pas créer de clientèle si je ne vais pas dans les réseaux, simplement parce que je convainc que quand je vois les gens en vrai. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Oui, on parle d'argent. c'est pas contraignant pour toi. Ça l'a été au début parce que je connaissais pas, donc c'est hyper intimidant. Les premières fois, on teste un peu, enfin, je n'ai pas testé 15, mais les premières fois, c'est intimidant quand même. Moi, quand on vient pas du tout de l'entrepreneuriat, voilà. Mais je me suis autorisée, mais pas au début, hein, avec le temps, aussi à rester dans le réseau qui m'allait le mieux. Parce qu'au début, je me mettais une pression, je me disais oui, mais femme, parce que je suis la femme de Bretagne, ouais, mais c'est bien, mais va aussi au BNI ou à Dinabai, etc. Machin. Donc, j'ai testé, mais je m'y retrouvais pas. Et je disais, bah non, j'ai pas envie de me créer un stress supplémentaire. Par exemple, typiquement Dinabai, où je me suis sentie bien. Hein. Mais moi, j'ai 2 jeunes enfants, un conjoint qui a des horaires, bref, qui font que 7h30, je sais plus quelle fois la semaine, c'est pas possible. J'ai pas de taille scolaire avant, enfin voilà. Donc, j'ai mis du temps quand même à accepter de dire, bah non, si Femme de Bretagne t'es bien, bah t'y restes. Là, il y en a un autre que j'ai intégré il n'y a pas longtemps, que j'ai découvert, qui s'appelle le Co-Collectif, là. Et là, voilà, je m'y retrouve et je suis pas stressée d'y aller. Oui, voilà, il faut que ça soit aligné à la personne, quoi. Faut pas se forcer. C'est vrai qu'au départ, on peut entendre dire, va à ce réseau-là, va à ce réseau-là, va à ce réseau-là. Il existe. C'est vrai il y a cette chance qu'il en existe énormément. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que ça soit aligné à sa personne, qu'on s'y retrouve, qu'on se sente à l'aise, qu'on se sente bien. Parce que sinon, ouais, ça fausse un peu tout ça, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Et justement, tout à l'heure, tu évoquais le fait que tu as lancé ton activité juste avant le confinement. Justement, comment tu as traversé cet épisode-là? Est-ce que ça a remis, parce que comme nous on parlait de doute tout à l'heure, comment tu l'as vécu toi? Ouais, moi, je ne l'ai pas bien vécu. Enfin, je ne l'ai pas mal vécu dès le début parce que c'était tellement nouveau ce qui nous arrivait. Moi, j'avais créé fin d'année, octobre 2019. Donc, on a été confinés en mars 2020. Et en fait, quand j'ai démarré, j'avais déjà des clients. Donc, j'ai démarré super contente, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que quand ça s'est arrêté en mars, ok, j'avais déjà des clients, mais ça n'était pas assez pour avoir déjà du bouche à oreille. C'était pas du tout développé. Voilà. Donc, en fait, sur le coup, j'ai pas eu le choix du fait de la profession de mon conjoint qui n'a pas pu arrêter de travailler, de garder mes enfants.
Ouais. J'ai essayé de travailler le soir, je n'arrivais pas du tout. J'ai fait quelques visios de réseau, ça me faisait du bien au moral, mais ça ne faisait pas avancer mon truc. Donc, j'ai carrément coupé, moi, en fait, pendant tout le confinement. Donc, ouais, là, c'est pas tant que j'ai douté, mais c'est plutôt un gros coup au moral parce que bah, maman au foyer, ça a été bien au début, puis après, il me manquait quelque chose, quoi. Ouais, bien C'était sûr. vraiment ça. Plus la peur que ça a généré chez moi, ce Covid, bah, qu'on m'impose de me donner de ma famille, pour moi, c'était horrible. Enfin, bref. Donc, quand est arrivé l'été, juste après, en juillet, là, j'étais à fond. On a mis les enfants en garde, tout. Voilà. Sauf qu'après, frustration finalement. Mais c'est bon la frustration des fois, parce qu'en août, bah, tout s'arrête un peu. Et puis, il faut redémarrer. Et là, octobre, reconfinement. Donc, c'est vrai que là, c'était la plus grosse claque. Pour moi, je me suis dit, mais je vais jamais m'en sortir, quoi. Je venais juste septembre de bien redémarrer. Et là, tout s'arrête. J'avais des formations de prévues qui se sont arrêtées. Puis, bah, avec toute l'incertitude derrière, bah, on les reporte. Mais quand, on n'en sait rien. Ouais, oui, c'est ça. Donc, voilà, c'est vrai que non, là, ça a été dur moralement. Mais ouais, je sais pas, ça m'anime quand même, puisque c'est quand même à l'issue de ce deuxième confinement que j'ai pris un petit boulot, une journée de travail par semaine pendant 6 mois à partir de janvier. Parce que je me suis dit, il faut absolument que je rattrape ce que j'ai perdu sur les quelques derniers mois. Donc, mine de rien, là, j'ai quand même vraiment eu peur pour mes finances. Ouais, Même bien sûr. Ouais, c'est ça. Il y a eu cette crainte. Et puis, mais je trouve que du coup, ça certainement que tu as dû apprendre des choses sur toi, sur cette période-là. Parce que tu es toujours. Enfin, l'activité, elle perdure. Et puis, voilà, ça y est, enfin, ouais, on va pas dire que le Covid n'est plus là, mais on va dire que la situation économique est complètement différente d'il y a un an. Donc, il y a quand même cette forme d'apprentissage sur toi que tu as dû découvrir au travers de ton activité entrepreneuriale. Ouais. Oui, oui, complètement. Et puis, ben, on revient toujours aux priorités. Moi, c'est ce que j'apprends dans mes formations, personnes ou même aux clients que j'accompagne. C'est-à-dire que c'est de réussir à se remettre en phase avec ses priorités et ça s'empêche pas les doutes, ça n'empêche pas les coups de gueule, ça n'empêche pas les moments ras-le-bol. Enfin, voilà, il y en a plein. Mais c'est de se dire, bah voilà, ma priorité aujourd'hui, je la situe où? Et c'est ça qui rassure, même si c'est pas génial au niveau finance. Moi, c'est clair qu'il y a eu des bas, hein, voilà. Après, c'est aussi ce que je voulais dire, c'est que c'est un projet pour ce qui me concerne. Enfin, j'ai envie de dire de couple, hein. C'est clairement, je ne fais pas cavalier seul. C'est un projet de couple où on a tout mis à plat sur les finances, mais sur d'autres aspects aussi. Et c'est aussi pour ça que j'ai pu me donner ce temps. C'est que c'est pas un truc que je mène toute seule et j'ai un conjoint qui est à fond aussi là-dedans. Et on a revu notre organisation familiale, financière notamment, hein, complètement d'ailleurs, pour pouvoir aussi faire des économies à certains endroits et un petit peu pallier à ce que je perds en gagnant moins d'argent qu'avant. Et toujours pareil, et des fois quand j'en ai marre, j'ai fait, on doit changer la porte d'entrée, on peut toujours pas parce que quand même c'est quand même 5 000 euros et qu'il faut quand même faire un peu de sous. Bah, ça fait suer comme tout le monde, des fois je me plains et puis après je me dis ouais, bon, on l'aura dans 6 mois, c'est pas grave, je vais retravailler un peu plus et puis quand je vois ce que j'ai, finalement je relativise davantage le fait d'avoir un peu moins de sous. Ouais, puis on en parlait d'ailleurs dans le live de la semaine dernière, c'est au niveau de ce qu'on imagine et de la réalité. Des fois, on peut s'imaginer qu'on a besoin énormément, enfin, d'un revenu conséquent et finalement, quand on fait, toi, tu dois très bien savoir ça, du coup, par rapport à ton domaine, mais quand tu fais un peu la réalité de vraiment de quoi tu as besoin, tu te rends compte que le salaire, finalement, n'est pas aussi important de ce que tu imagines de la réalité, en fait. Complètement. Et c'est vrai que c'est souvent moi dans mes clients, même mes amis, hein, ils me disent bah, non, non. Par exemple, l'exemple que j'ai souvent, c'est mes copines qui me disent je prends pas de congé parental parce que je peux pas vivre avec moins que mon salaire. Mais je le respecte parce qu'en plus on connaît pas tout chez les gens, même chez les meilleurs Bien amis. sûr. Quoi. Faire très Oui, attention. oui. Voilà. Mais c'est vrai que ben, il y a aussi là-dedans une question de priorité et de prise de recul. Parce qu'en fait, et moi, comme j'ai connu l'épuisement professionnel et que j'ai dû me remettre en question, eh bien, ça a facilité de se dire, bah ouais, on va gagner un peu moins. Mais en fait, avec ce que je gagne à côté en termes de qualité de vie, Voilà, on a exactement. très bien géré moralement. En fait, encore une fois, ça reste. Hein, j'ai plein de frustrations et des fois, ça me saoule de ne pas avoir bah, le salaire qui tombe tous les mois, le même montant et la mutuelle qui va avec et tout, et les tickets resto, les machins. C'est sûr qu'on doit faire des concessions. Mais on arrive à les faire parce qu'on en parle beaucoup tous les deux avec mon conjoint et que, encore une fois, on n'a rien vécu de dramatique, mais on a vécu une période compliquée avec mon burn-out. Donc, du coup, on se dit, bah voilà, entre avant, on avait plus de sous et maintenant, on est mieux. Et en effet, on a changé nos priorités, en fait. Ouais, c'est ça, c'est qualité de vie, quoi. C'est Mm. vraiment la qualité de vie qui a pris le dessus par rapport
Ah ouais, non, Est-ce que tu lui aurais un conseil à donner justement à une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, qui souhaite ou qui justement qui a des peurs, qui n'ose pas se lancer, notamment par rapport à l'aspect financier, notamment justement à tout l'aspect un peu prospection réseau qui parfois peut rebuter. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ben déjà, pas faire comme moi et foncer un peu tête baissée, même si je regrette rien. Davantage, si possible, anticiper. C'est-à-dire en se posant les bonnes questions. Alors, si on est seul, se poser des questions déjà à soi-même et essayer d'en parler à son entourage pour prendre du recul. Si on a une famille, éventuellement des enfants, enfin bref, c'est aussi pouvoir discuter de ce projet-là en famille pour gagner en sérénité. Et ensuite, clairement, ne pas. Alors, tout dépend bien entendu de l'argent dont on dispose. Mais dans la mesure du possible, se faire guider pour faire les bons choix, mais ne pas hésiter à dépenser de l'argent pour certains accompagnements. Parce qu'en fait, moi, je l'ai vu en me lançant trop vite, tête baissée. Et ben, c'est que du coup, des fois, en mettant un peu d'argent, par exemple dans un coaching ou dans la réalisation d'un site internet, ou voilà, encore une fois, faut remettre ça avec les moyens qu'on a et les priorités qu'on a, mais Ouais. franchement, c'est de l'argent de gagner derrière. Parce Mm. qu'en fait, faire des petites économies, moi j'ai tenté de le faire aussi, de faire mon site moi-même, j'y arrivais pas. Mon site, je l'ai fait faire, mais on m'a fait un prix. Finalement, c'est pas le rendu que je voulais. Donc là, bah, je veux le refaire, mais il faut tout refaire. Donc c'est, enfin bref. Donc c'est vraiment prendre ce temps-là de réflexion, enfin, avec soi-même, j'ai envie de dire, avec son entourage. Et ensuite, ne pas hésiter, voilà, pourquoi pas intégrer des réseaux, parce que les porteurs de projets sont accueillis avec plaisir, notamment à Femmes de Bretagne, mais pas que. Mm. Voilà, pour commencer un peu à cerner le terrain, s'imprégner des expériences des autres et trouver des contacts qui pourront nous être utiles pour développer notre business. Ouais, c'est ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire d'investir Ouais. pour après, du coup, retrouver l'investissement qui au départ n'est pas de l'argent perdu, au contraire, ça va être gagné, voire multiplié après par le temps, par aussi la portée du travail ou de l'investissement qui a été fait au départ. Ouais, ouais, totalement. Ouais. Non, super intéressant. Merci pour le conseil. Euh, Comment toi, au niveau de ton activité, on va finir par rapport à ça. Comment les personnes peuvent te contacter? Est-ce que tu as un cabinet? Tu fais ça en visio? Comment tu opères tout ça, toute ton activité? Eh bien, les personnes me contactent majoritairement par téléphone. Et ce que je trouve bien parce qu'en fait, il y a de l'échange oral déjà dès le début. Et Mhm. par la suite, je travaille majoritairement en présentiel, c'est-à-dire que je me déplace chez les gens qui me font appel. Je propose toujours la visio parce que je ne veux mettre personne mal à l'aise avec le Covid ou même avec d'éventuels, parce que s'il y a une grosse distance, je facture aussi des frais kilométriques. Donc aussi, j'aime bien moi être pleinement transparente. Et il y a des fois des personnes qui font un mix. Bah, je vais bien démarrer en visio parce qu'elles veulent me connaître aussi et ça se comprend complètement. Et après, éventuellement, j'y vais. Mais en tout Ouais, cas, dans la majorité des cas, les gens me disent ah non, mais la visio non, je veux vous voir en vrai, voilà. j'en peux plus. Ouais, mais complètement, complètement. C'est ça. Donc, j'ai beaucoup au domicile. Il m'est arrivé aussi moins souvent, parce qu'encore une fois, je suis assez surprise, mais les gens ont vraiment envie que je vienne vers eux. Après, c'est parce que je le propose et que ça leur fait gagner du temps aussi dans leur vie quotidienne, hein. Mais ça m'arrive aussi d'aller dans un lieu neutre, par exemple, de louer un bureau dans un espace de coworking, un bureau fermé. Ça m'est arrivé pour des personnes qui préfèrent me voir à l'extérieur de leur domicile. C'est tout à fait Mm. possible aussi. D'accord. Et puis, le premier rendez-vous durant lequel on se rencontre, il est toujours gratuit. Et ça, je le dis parce que je ne le faisais pas au tout départ. Alors, j'avais quand même des clients, mais j'en ai gagné plus depuis que je fais ça. Et parce que j'ai pris conscience du fait que mon activité, elle n'est pas telle que je la fais, en tout cas, elle n'existe pas. Donc, ça génère des questionnements et voilà. Et on parle d'argent. Donc, il y a énormément de personnes qui sont gênées de parler d'argent. Mm. Donc, en fait, l'avantage de ce premier rendez-vous gratuit, c'est qu'on est détendu. Il est en Prise moyenne de d'une heure. contact. Mm. Ouais. Et puis, mais il faut qu'il y ait un feeling. Moi, je me mets toujours, je suis dans l'empathie parce que je me mets toujours à la place de mes clients. Moi, si je vais consulter un thérapeute, j'ai besoin qu'il y ait le feeling. Sinon, je ne vais pas me confier, je ne vais pas être à l'aise. Voilà. Ah oui, hyper important. Voilà. Donc, ce rendez-vous-là qui est gratuit, en tout cas qui est offert, je dirais plus, et c'est vrai que c'est un moment où on apprend à se connaître. Et moi, du coup, je prends des éléments de pré-diagnostic parce que ce rendez-vous-là, moi, je le vois comme un gain de temps sur le rendez-vous suivant. C'est-à-dire que la personne, quand elle me paye ma séance, et bien du coup, je ne suis pas en train de tout reprendre à zéro. J'ai déjà quelques petites idées en tête et là, on va partir sur l'objectif de travail.
Et la séance d'après, du coup, bah, là, on rentre dans le vif du sujet, on fait le budget ensemble. Et de là, moi, je propose un plan d'action concret. C'est-à-dire que j'arrive jamais avec des idées à l'avance. Je m'imprègne de la vie des gens, donc c'est ça qui est top. C'est que je leur pose plein de questions, mais en même temps, je leur dis à l'avance. Moi, si je ne peux pas m'imprégner de votre vie, je ne peux pas vous proposer un outil ou des outils de gestion adaptés. Donc du coup, c'est vraiment beaucoup d'échanges et puis des calculs pour moi en parallèle. Mais en tout cas, le plan d'action, il est vraiment imbriqué dans la réalité de vie de la personne et il est lié à ce qu'elle sait faire et à ce qu'elle aime faire. Une personne qui est à fond sur les smartphones, par exemple, là j'en ai une en ce moment qui m'a dit, ma cliente, ben, moi je suis avec mon iPhone 12, je suis une geek, je voudrais avoir une application de gestion de budget. Pas de souci, je vais d'abord faire mon analyse et après je vais vous en montrer une. Enfin, voilà. D'accord. Ouais, tu t'adaptes vraiment aux besoins et à la demande. Et quel type de problème tu as généralement pourquoi on vient vers toi? Pour quel problème? C'est vraiment, dans tous les cas, c'est une envie de gagner en sérénité de gestion. C'est-à-dire diminuer le niveau de charge mentale par rapport à la gestion du budget. Ça, c'est le point commun à tous mes clients. Après, les portes d'entrée, donc c'est beaucoup d'entrepreneurs soit qui se sentent instables, soit qui, par exemple, ont un projet perso, de voyage, de maternité, ou des choses comme ça, et qui, du coup, veulent pouvoir se projeter, mais n'y arrivent pas. Oui. Pas de souci. Et j'ai aussi beaucoup de demandes. C'est l'entrée en matière, c'est le budget. Mais on va aller un peu au-delà parce que je suis formée pour ça. J'ai pas mal de demandes autour aussi de l'organisation quotidienne parce qu'en fait, clairement, les plus grosses de nos dépenses sont liées à notre logement. Mais le deuxième poste de dépense, c'est l'alimentation. Donc autant dire que ce poste revient très souvent dans mes coachings. Et parce que voilà, c'est souvent prise de tête. Et donc moi, je vais être là aussi pour grâce à l'analyse budgétaire, déjà repérer les éventuels leviers sur lesquels les gens peuvent agir pour gagner du temps. Pas forcément gagner de l'argent, c'est pas toujours une volonté. Moi, j'ai des personnes qui ont des bons revenus, qui sont pas en difficulté, enfin, qui sont pas en manque d'argent, mais qui veulent en fait davantage s'organiser et optimiser, avoir l'impression de se faire du bien à leur santé tout en dépensant correctement. Et puis certains ont aussi besoin d'économiser, ont vraiment besoin de mettre de côté, et ça c'est beaucoup chez les entrepreneurs. Je vais avoir une épargne de précaution, demain mon PC lâche, là, il n'y a plus l'employeur pour remplacer le PC, et puis des frais plus élevés, bien sûr. Donc, quand il faut comme ça dégager une épargne de précaution, on va ensemble trouver des leviers sur lesquels les gens peuvent agir. Et puis, quand ça doit aller plus loin, entre guillemets, moi, j'oriente, j'ai des partenaires. Je travaille avec des gestionnaires de patrimoine. C'est-à-dire que moi, par exemple, je repérais que il sera pas mal là de faire fructifier vos placements. Maintenant, je ne vais pas prendre la place d'un gestionnaire de patrimoine. Donc, je peux orienter et inversement, les gestionnaires de patrimoine peuvent m'orienter aussi des gens quand ils ont géré les placements. Ils me disent, voilà, moi j'ai constaté malgré tout une difficulté de gestion, donc est-ce que tu peux intervenir après mon intervention et on travaille comme ça. Il y a une collaboration qui se fait dans les... c'est... Ah ok, moi c'est comme ça, c'est clair. Et si justement il y a un besoin à ce niveau-là et qu'ils veulent avoir une gestion sereine, eh bien ils te contactent. De toute façon, toi, tes coordonnées sont sur ton site internet, sur tes différents réseaux sociaux. Tout à fait. Voilà. Ouais. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Merci à toi. C'était très intéressant. Et puis du coup, voilà, je mettrai un petit lien pour aller voir ton compte et tes différentes prestations et des informations supplémentaires. Et puis s'ils veulent te contacter, il y a aussi les messages privés. Avec grand plaisir. Écoute, merci beaucoup Anne-Sophie et puis à très bientôt. Et à très bientôt. Belle semaine. Merci à toi aussi. Je te laisse quitter par la petite croix. Ça marche. À bientôt. Voilà, le live vient de se terminer avec Anne-Sophie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme je le disais, à la contacter si vous avez des besoins personnels justement en gestion budgétaire ou autrement, même d'un point de vue entrepreneurial, si vous avez des questions. Il ne faut pas hésiter. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre live. On va parler, on en a un peu parlé là effectivement avec le parcours d'Anne-Sophie. On va parler du burn-out. C'est Valérie qui va nous parler de son parcours et donc de son histoire de burn-out professionnel. Donc ça, c'est la semaine prochaine, toujours à 13h, donc le lundi. D'ici là, passe une bonne semaine. Tu retrouveras le replay sur Facebook, Instagram et également sur ma chaîne YouTube. Donc, si tu as raté le début ou tu n'as pas pu voir la fin ou je ne sais quoi, tu le retrouveras tout ça sur mes différents réseaux sociaux. Voilà, et je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine. À très bientôt. Salut!